Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Et en tant que tel, j'aide les personnes qui souhaitent se lancer dans l'IA à comprendre déjà les bases fondamentales de la mise en place des systèmes dits intelligents. Non pas uniquement dans un aspect d'utilisation en surface des outils qui sont créés au fil du quotidien, mais de comprendre mieux les algorithmes et les outils qui permettent justement la création et la mise en place de ces systèmes dits intelligents, surtout sur la partie de l'IA génératif. Bref, aujourd'hui, le sujet est quand même assez plus important et plus intéressant surtout d'un point de vue géopolitique et aussi sociologique au sein de la société, que ce soit au sein de la société occidentale ou du monde d'ailleurs. Donc, comme vous avez pu voir en miniature, on va évoquer ici non pas la victoire de Donald Trump, parce que je pense que vous avez déjà vu autant de vidéos là-dessus, mais d'aller au-delà de ce qui se joue dans cette victoire de Donald Trump. Mais nous allons entrer en profondeur dans des choses qui n'ont pas été évoquées et qui ne sont pas dites clairement dans les médias mainstream et même dans certaines chaînes de YouTubeurs que vous avez pu voir ici et là. Donc, sans plus tarder, commençons donc le sujet de la vidéo. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. Our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose, so that the Serbian leaders understand innocent civilians in Kosovo, and if necessary, to seriously damage the Serbian military's capacity to harm the people of Kosovo. In short, if President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war. The President of the United States. Today, Iraqis took another step on the road to a free society when the Assembly held its second meeting. We expect a new government will be chosen soon, and that the Assembly will vote to confirm it. We look forward to working with the government that emerges from this process. We're confident that this new government will be inclusive, will respect human rights, and will uphold fundamental freedoms for all Iraqis. This review is now complete. And as Commander-in-Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. Rebonjour une fois de plus, bienvenue. Comme je le disais en introduction, cette vidéo va être très brève et va porter justement sur ce qui a amené aujourd'hui une figure au pouvoir tel que Donald Trump, bien que ayant déjà été président, bien sûr, mais le fait d'avoir une personne comme Donald Trump et aussi également comme Kamala Harris en tant que entité femme noire, entre guillemets, qui concourt également à la présidence américaine. Donc, on va aller au-delà de ces deux personnages et comprendre réellement ce qui se trame au-delà de cette victoire de Donald Trump. Alors, comme j'aime bien expliciter certains concepts, la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la première chose qui est le socle fondamental par lequel on en arrive aujourd'hui à une situation où, aux États-Unis, deux personnages comme Kamala Harris et Donald Trump peuvent se présenter aux élections américaines et que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, avoir gain de cause dans l'élection finale. Ici, en l'occurrence, Donald Trump. On va un tout petit peu faire d'histoire et revenir à ce qui est essentiel. C'est l'hégémonie de l'Amérique. Alors, pourquoi
il est essentiel de comprendre ceci. Il est essentiel de comprendre ceci parce que depuis, allez, on va dire sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire rapide, 39-45, les États-Unis n'ont cessé de donner des ordres carrément au reste de la Terre, au monde entier, notamment avec l'imposition, d'après certains, en tout cas de leur point de vue, du point de vue américain, plutôt l'apport de la civilisation, de la démocratie à tous les peuples sur cette terre. Cette vision de la vie, de la société, du monde, a fait en sorte que les États-Unis, à travers leur complexe militaro-industriel, se sont permis ou se sont arrogés le droit d'être les gendarmes du monde, donc allant défier les régimes qui ne respecteraient pas le droit à la démocratie. Vous savez déjà, je ne vais pas refaire toute l'historique, mais des pays tels que l'Irak, on l'a déjà vu par le passé, l'Afghanistan, la Somalie, dans les pays de l'Est, bref, partout dans ce monde entier où les États-Unis, on va dire plutôt le monde non occidental surtout, parce que c'est ça, le monde dit non civilisé, le monde non libre, à contrario du monde occidental qui, lui, est considéré comme civilisé, donc ayant la lumière, la démocratie, les autres peuples, les États-Unis en tant que figure de proue, d'après leur vision, se sentaient obligés d'aller apporter donc la démocratie, de gré ou de force, au reste du monde entier. Le problème avec cette vision, c'est que cela a contribué, bien sûr, donc à dégager certains régimes qui ne correspondraient pas aux intérêts américains ou qui n'allaient pas dans le sens des intérêts américains. Et il y a eu plein de déstabilisations de part et d'autre dans le monde entier à travers donc les conséquences de ces guerres à foison qui ont été multipliées. D'autre part aussi, en conséquence, en tant que boomerang, aux États-Unis, ça a créé le fait que la société américaine se sentait de plus en plus lésée. Donc, le citoyen de base américain, de la classe moyenne même, ou de la classe la plus pauvre, le travailleur lambda de General Motors, des Big Three en tant que compagnie américaine, se sentait de plus en plus abandonné par la classe élitiste du pays. Et les démocrates et les républicains, avec des successions ainsi de suite des élections, Bill Clinton, au sorti donc de la Seconde Guerre mondiale, donc déjà le père Bush, Bill Clinton, Obama, etc. Donc l'alternance républicaine-démocrate n'a toujours cessé d'aller dans ce sens-là, toujours dans des guerres successives et bien sûr avec l'idéologie comme quoi on apporte du bien au monde entier, au reste du monde entier qui est non civilisé, considéré comme tel en tout cas. Donc le citoyen américain, au fil de ces années-là, voyait donc ses impôts toujours augmenter, ses emplois délocalisés en Chine, etc., dans des pays autres que le monde occidental et d'ailleurs donc le monde de la société américaine. Qu'est-ce que cela aussi a produit comme conséquence? Ça a produit comme conséquence comme quoi les États-Unis, pour continuer à assumer, à porter cet élan-là, devaient continuer à avoir de l'argent, un aspect financier de plus en plus conséquent. Donc, il fallait financer donc toute cette guerre par effectivement ce que l'on appelle le faux dollar, parce qu'effectivement le reste du monde entier constate aujourd'hui que les États-Unis, jouant sur cette valeur de réserve qu'a été le dollar, qui est toujours le dollar, mais à une certaine moindre mesure, donc s'appuyer là-dessus pour produire de l'argent sans réel fondement, de l'esprit même de la monnaie. Et donc, par conséquent, l'argent créé de manière virtuelle, sans réelle base, était toujours alloué dans cet effort de guerre à l'international qui n'avait rien à voir avec les fruits produits de cette guerre au profit du citoyen américain. Donc voilà quelque part, la séparation entre
l'establishment américain, la classe sociale la plus élevée, gouvernementale, élitiste, vis-à-vis du prolétariat, de la basse classe. Ceci donc, par conséquent, a toujours permis à la société américaine, la plus haute, de se lancer, je dirais, de se permettre plutôt d'aller dans certaines situations de mœurs dans lesquelles on pourrait constater que sur certains points, la chose peut être dérangeante. Pourquoi? Parce que puisque le citoyen de base, le travailleur, le prolétariat, se sentait de plus en plus lésé, donc la question sociale en elle-même n'a plus vraiment fait partie du cœur des préoccupations des élites. Et de l'autre côté, ce qui a permis donc à une certaine classe plus élevée d'aller plutôt s'intéresser sur ce qu'on appelle le sociétal. Donc les comportements plutôt de genre, de mœurs, parce que ayant une abondance, la futilité, le frivole s'est glissé dans cet esprit-là. Sauf que les événements ont toujours été de manière outrancière. C'est-à-dire que vous avez la classe pauvre, que ce soit noire, bon, déjà la plus basse, bien sûr, mexicaine, bon, pour schématiser, à latino, et même blanche à la base aussi, qui se trouvait en tant que classe la plus principale dans les usines de General Motors, les usines américaines, de l'industrie américaine. Ces différentes couches de classe sociale, donc de la classe sociale pauvre ou principale, a constaté que l'establishment ne se préoccupait plus de sa situation sociale. Et de l'autre côté, la classe sociale la plus haute se voyait plutôt dans une vie d'abondance, qui vivait dans une vision qui n'avait plus rien à voir avec les préoccupations de la base. Et dans ces préoccupations frivoles, n'ayant plus relation avec les préoccupations de la base, globalement, déjà la société américaine étant une société inégalitaire, bon, le racisme, la situation des Noirs aux États-Unis, de comment est-ce que ce pays s'est construit, on voit bien que ce pays a toujours été gangréné par les inégalités et les contradictions en interne. Sauf que donc, en plus des guerres que j'ai pu évoquer précédemment, cet état de fait s'est agrandi, entre guillemets. Le fossé a été de plus en plus très très grand. Donc, laissant ainsi une certaine classe, par exemple, si je prends typiquement les Noirs qui se plaignent toujours, ou bien sûr à juste titre du racisme systémique au sein de la société américaine, une partie même de classe bourgeoise noire qui a pu émerger, elle-même a pu constater que le pouvoir en question, ou la classe sociale blanche, parce qu'il faut être bien précis aussi, parce que c'est un pays, c'est comme ça, voilà, il faut vraiment être précis sur les mots et dire les choses comme telles, s'est lancé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Le wokisme, effectivement, parce que ayant eu cette abondance, vivant dans une espèce de d'illusion qui n'a plus lien de cause avec les préoccupations de la classe basse, donc de la minorité. Ce wokisme, en fait, a donné lieu à une espèce d'ensemble, de vouloir mettre tout, entre guillemets, les personnes éveillées ou les revendications des minorités dans un même ensemble. Sauf que cet ensemble-là, on constate bien quand on regarde avec un œil beaucoup plus précieux, beaucoup plus minutieux, on voit bien qu'il y a des contradictions au sein de ce terme wokisme, en fait, au sein de ces minorités. Parce que à la base, si on revient un tout petit peu historiquement, le wokisme est quelque chose qui vient d'abord de la classe américaine noire, concernant le fait que, d'ailleurs, depuis Martin Luther King, les Noirs américains devaient être éveillés. Donc, éveillés face aux injustices, face aux bavures policières, au racisme systémique au sein de la société. Donc, la classe américaine noire devait faire attention aux événements qui pourraient être en défaveur à son encontre. Sauf que derrière ça, c'est glissé aussi d'autres revendications
des classes LGBT, d'autres classes de gens, etc., pour, entre guillemets, associer tout ce combat dans un même espace, dans une même forme de revendication globale, faisant toujours ainsi état de lieu du fait que nous sommes tous, en fait, des personnes ostracisées, des personnes qui subissent les mêmes injustices, et donc nous devons défendre cette cause de manière globale. Mais le problème, c'est que les Noirs comme les Latinos, en termes de culture, n'ont pas forcément la même vision que celle des personnes LGBT, et etc. Donc, vous avez eu de plus en plus au sein du wokisme, en fait, moi je dirais la branche des personnes beaucoup plus axées sur la théorie du genre, sur le changement de sexe, etc., qui a pris de plus en plus de la lumière, on va dire, dans ce combat de wokisme global. Et les Noirs eux-mêmes, ou même les Latinos, ont commencé à se retirer de plus en plus de ce combat parce que ne se trouvant plus réellement au cœur des préoccupations de ce combat global de wokisme porté par aujourd'hui ou de manière outrancière par ce qu'on peut appeler par une certaine classe, minorité de personnes autour du LGBTisme, etc. Le problème, c'est que l'Amérique puritaine, quoi qu'on en dise, est toujours restée, toujours dans une forme de paradoxe, dans une forme de religiosité, dans une forme de conservation de valeurs. Donc, la question de la religion est une question importante au sein de la société américaine. Et que ce soit chez les Noirs, les Latinos, et même dans la classe blanche, puritaine, même américaine, au cœur des États-Unis, cette question de religion reste toujours importante. Donc, vous avez d'un côté une partie qui va aller dans une partie dans le wokisme qui s'est beaucoup plus accentué à mettre en avant le changement de sexe, la question de bataille de sexe entre les hommes et les femmes. Ces questions-là, en fait, et laissant bien sûr la question sociale, donc du travail, de l'emploi au sein des communautés de classe basse. Ces questions-là, en fait, ont fait en sorte que aujourd'hui, la société américaine s'est retrouvée divisée totalement. Et la personne comme Donald Trump, une figure comme Donald Trump, arrivée pour la première fois aux élections américaines, a vraiment mis la lumière sur, je dirais, une grande partie de ce que je viens de vous décrire en tant que phénomène. Parlant ainsi, peu importe cette fois-ci la race, bon, je sais que ça n'existe pas, enfin bref, vous avez compris, bien sûr, mais sur les différentes couches sociales américaines, que ce soit donc les Noirs, les Latinos pour la plupart, et la classe blanche. Une partie, en tout cas, des classes sociales noires et latinos qui, même, n'aimaient pas Trump avant sa première élection, qui ne prouvaient pas une certaine forme d'admiration à sa figure, aujourd'hui, avec le wokisme outrancier mis en avant, c'est dit en fait que je vais voter pour Trump parce que effectivement la question sociale, au moins Trump, il ose en tout cas aborder cette question et il souhaite résoudre une partie de cette question sur la question du chômage, de l'emploi et de la baisse des taxes et un État américain qui est de plus en plus gourmand au travers des guerres à l'international en Ukraine et au Moyen-Orient. Voilà donc comment Trump arrive au pouvoir, enfin déjà depuis 2016, etc. et aujourd'hui en 2024. Et ça c'est vraiment fondamental. Je viens de vous retracer réellement ce qui a fait que Trump aujourd'hui est là où il est là. Après qu'on lui trouve bien sûr des défauts, comme toute personne, même si je n'ai aucune sympathie, je le dis et je le précise, ni pour Trump, ni pour Kamala Harris. Je regarde les choses, ou j'essaie en tout cas de les regarder telles qu'elles sont, et pouvoir vous donner les conséquences de ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose réellement qui se produit au travers de cette élection, c'est que Trump, malgré cette victoire, pour moi,
reste un phénomène ou un épiphénomène limité uniquement au monde occidental. À la différence des années précédentes, dans les années 90, avant Bill Clinton, etc., l'élection du président américain représentait quelque chose un tsunami dans le monde entier. C'était vraiment un phénomène de grande ampleur. Comme je vous ai dit précédemment, avec les guerres successives menées par les États-Unis et l'hégémonie américaine, bien sûr, qui a perdu de sa valeur, et je pense qu'on n'en reviendra plus parce que le reste du monde entier en a pris conscience. L'Amérique s'est empêtrée dans des situations très désastreuses, donc laissant ainsi les grandes puissances autrefois oubliées, telles que la Russie, la Chine, plus globalement les BRICS. Ces puissances aujourd'hui sont organisées aussi compte tenu du fait que l'Occident leur a, entre guillemets, beaucoup fait du mal. Donc aujourd'hui, l'Amérique, au travers donc de cette guerre, a perdu de sa valeur et de sa puissance. Et Trump essaye de raviver ou de promettre aux populations américaines le fait que l'Amérique doit se reconcentrer sur elle-même pour pouvoir, après, par la suite, rebondir. Pour moi, donc, je pense que Trump va, bien sûr, essayer du moins d'aller dans ce sens, notamment, on verra déjà première chose par rapport à la guerre en Ukraine. Comme il a pu dire, on verra si cela va s'arrêter d'aussitôt. Et d'autre part aussi la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Israël, enfin entre Israël et la Palestine et le Liban, la question vraiment du Hezbollah et des groupuscules, etc. dans ces pays-là, du massacre bien sûr à Gaza. Donc tout cela, vous voyez, on en arrive à une situation où le président américain va, si bien sûr il arrive à faire ce dont il a promis, bien sûr, même si je pense qu'il y aura des grands écarts, mais en tout cas, allons dans ce sens, dans cette hypothèse. On va arriver dans une situation où la place, le continent qui va être le plus lésé dans tout ce que je viens de vous dire comme ensemble, c'est l'Europe. L'Europe, si Trump fait exactement ce dont il a dit, l'Europe sera vraiment la partie la plus perdante dans cette histoire parce que les États-Unis vont se recroqueviller sur eux-mêmes. Ils pourraient, à travers donc des lois, de certaines mesures, regagner une certaine forme de confiance et de puissance au sein du monde entier, mais ceci ne sera que localisé parce que les BRICS, je pense que vont continuer à dérouler leur agenda du mois. Et l'Europe, ayant toujours compté sur les États-Unis, une figure comme Trump, en tout cas dans les 4 années à venir, l'Europe en tout cas ne pourra plus, sera laissée à elle-même. Après, bon, c'est une conséquence qui était inéluctable. Ceci dit, l'après-Trump va être quelque part nuancé parce que c'est là où je dis qu'il y a des contradictions en interne même au sein de la société américaine parce que Trump, quel que soit ce qu'il pourra faire, quel que soit ce qu'il fera, dès lors que les démocrates arriveront au pouvoir, tout ce que Trump aura pu faire, un bon nombre de choses pourront être démontées. Donc les États-Unis vont être de plus en plus dans ce combat perpétuel et ce qui pourra éventuellement sauver la société américaine, ou en tout cas le seul maillon sur lequel la société américaine pourra compter, c'est sa population, c'est sa société en elle-même. Sauf que aussi cette société en elle-même est une société gangrénée par des contradictions en interne, notamment avec la question raciale, la question sociale et des visions de vie, de vue également, totalement à l'opposé. Donc, pour moi, voilà tout l'ensemble du tableau que j'avais envie de vous présenter. Et je vous laisse à vos conclusions, à vos déductions et vous permettre ainsi, à travers tout ce que je viens de vous dire, comprendre le monde, ce qui se joue et d'aller au-delà de ce qui vous est présenté dans les médias de mainstream. Et une chose également que je n'ai pas précisé, mais qui allait de soi, bien sûr, l'élection de Donald Trump montre une fois de plus que les médias mainstream est une disgrâce. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus nul besoin de démontrer l'inutilité des médias mainstream quand on sait très bien l'agenda qu'ils servent
et les intérêts qu'ils souhaitent mettre en œuvre, notamment avec le fait qu'on nous a dit que Kamala Harris et Donald Trump, le combat allait être très très serré. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense que vous en avez également fait la même conclusion que moi. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Mettez en commentaire vos éventuelles remarques et surtout likez et partagez cette vidéo massivement pour permettre la réflexion, toujours aller au-delà de ce que vous voyez dans les médias mainstream. Merci, c'était tout pour cette vidéo. On se revoit à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.